Gouverner l'Empire romain de Trajan à 410 après Jésus-Christ, sous la direction de Sylvain des Stéphènes. Cinquième partie, les fondements hiérarchiques et juridiques. Chapitre 1, les ordres privilégiés au service du pouvoir, par Vincent Peuch. Depuis la République, les Romains attribuaient à la concorde des ordres, Concordia Ordinum, un rôle essentiel dans l'équilibre des pouvoirs. Si l'ordre sénatorial et l'ordre équestre bénéficient de nombreux privilèges, il faut se demander dans quelle mesure ils furent sous l'Empire placés au service d'un pouvoir devenu monarchique. Les deux ordres privilégiés seront évoqués successivement, en respectant pour chacun la chronologie. L'époque des Antonins et des Sévères vit d'abord l'aboutissement de l'instauration par le pouvoir impérial de carrières, bien spécifiques à chaque ordre. Les 3e et 4e siècles présidèrent à d'importantes mutations dans leurs rôles respectifs au service du pouvoir. Grand 1, l'ordre sénatorial. Grand A, sous les Antonins et les Sévères. Depuis les origines de Rome, les sénateurs, clarissimi en latin ou clarissimes en français, étaient considérés comme les pairs du peuple romain, mais leur statut a bien évolué entre la République et l'Empire. Auguste a fixé le nombre maximal de sénateurs à 600. Il a aussi créé un cens sénatorial, c'est-à-dire un niveau de fortune minimal d'1 million de sesterces sous la forme de biens immeubles, terres ou maisons. Seule cette forme de patrimoine est considérée comme digne et stable, ce qui n'empêche pas les sénateurs de se livrer à de lucratives activités commerciales et bancaires. Si les sénateurs sont soumis à l'interdiction théorique de posséder un gros navire de commerce, ils ne se privent pas de contourner la loi en utilisant des prête-noms, en particulier leurs affranchis. Plus rigoureuses sont l'interdiction d'exercer des métiers infamants, en particulier ceux du spectacle, et l'obligation de posséder un domicile à Rome ainsi que, à partir de Trajan, au moins un tiers de ses biens en Italie. Les sénateurs possèdent toutefois plusieurs privilèges. L'accès à certaines prêtrises civiques prestigieuses comme l'augurat et le pontificat. Le droit d'être jugé par le Sénat lui-même, l'exemption d'impôts fonciers, du moins jusqu'à Dioclétien de 284 à 305, sur les charges financières civiques et du logement des troupes et des officiels en déplacement, et enfin une place d'honneur au spectacle. Il faut déjà être membre de l'ordre sénatorial pour accéder ensuite à une charge ouverte à un sénateur. L'accès à l'ordre peut d'abord s'opérer par héritage. Les fils et petits-fils des sénateurs en sont membres de droit. Les femmes héritent du statut sénatorial par leur père ou l'acquièrent par le mariage. Mais sous les Antonins, de 96 à 192 et les Sévères de 193 à 235, elles le perdent si elles épousent un citoyen romain non sénateur, même s'il est chevalier. En dehors de cet accès familial, on peut être admis dans l'ordre sur décision impériale, à la condition de posséder le cens sénatorial. L'empereur procède alors à l'octroi du laticlave, terme issu de latus clavus, la large bande de pourpre portée par les sénateurs verticalement sur la tunique revêtue sous la toge. Quelle que soit l'origine de son entrée dans l'ordre, un sénateur peut bénéficier d'une adlectio, c'est-à-dire d'une inscription par l'empereur à un rang précis. Cette procédure permet d'être dispensé d'exercer certaines magistratures et d'accéder plus rapidement à des charges convoitées. On parle ainsi d'une adlectio parmi les questoriens, les édiles ou les prétoriens. Il s'agit des rangs d'anciens questeurs, édiles et préteurs. On peut donc y être placé par l'empereur, même si l'on n'a jamais exercé la magistrature en question. L'Empire hérite en effet de la République le cursus honorum, c'est-à-dire la succession graduelle des magistratures, qui conserve justement un rôle dans la hiérarchie sénatoriale, mais a beaucoup perdu de son importance dans l'administration concrète. C'est le rang sénatorial qui permet l'accès à des charges créées sous l'Empire et détenant de nombreux pouvoirs. Les magistrats hérités de la République sont encore formellement élus, mais sous le contrôle étroit de l'empereur. C'est le prince qui établit la liste des candidats. Il en recommande certains, qui sont automatiquement élus par le Sénat et ont une chance d'accomplir une plus belle carrière que les autres. Les candidats non recommandés sont départagés par le Sénat. Ces magistrats, désignés par le Sénat, se rendent ensuite devant les assemblées de citoyens, les comices, pour que leur élection soit formellement proclamée. Cette apparence de l'égalité, comme le dit l'historien et sénateur Dion Cassius au début du IIIe siècle, a été respectée jusqu'aux Sévères. En préalable au cursus des magistratures, les jeunes sénateurs exercent normalement comme vigintivires, un petit poste administratif à Rome, puis comme tribun militaire, second du commandant de légion.
Si l'on évoque le cursus honorum, à partir de la magistrature la moins élevée, les quaesteurs conservent des fonctions financières, soit à Rome, soit dans les provinces sénatoriales, ou publiques. Les édiles et les tribuns de la plèbe ne détiennent plus que des pouvoirs résiduels, respectivement dans la vie économique et la justice. Ce sont les préteurs qui conservent le plus grand rôle dans le domaine de la justice. Ils continuent à fixer les règles du droit, à composer les jurys, formés largement de sénateurs et de chevaliers, et à présider des tribunaux. Le consultat maintient son prestige, surtout s'agissant des 2 consuls ordinaires ou éponymes, qui donnent leur nom à l'année civile, par opposition aux consuls supplémentaires ou surnuméraires, suffecti en latin ou suffect en français, en poste seulement une partie de l'année. Les consuls continuent formellement à présider le Sénat, en particulier quand ce dernier élit les magistrats ou se réunit en cour de justice, mais ces réunions sont évidemment contrôlées par l'empereur. Aux côtés du prince, l'ensemble des magistrats offrent au peuple des jeux, avec la possibilité de compléter, sur leur fortune personnelle, les sommes accordées par le trésor public. Bien plus déterminantes dans la vie administrative que ces magistratures héritées de la République sont les charges sénatoriales créées sous l'Empire. Ces fonctions sont surtout importantes pour les rangs prétoriens et consulaires, à l'intérieur desquels on peut hiérarchiser des types de charges, de la moins convoitée à la plus prestigieuse. Parmi les charges prétoriennes, exercées par des anciens préteurs, se trouvent des fonctions civiles subalternes comme curateur des routes d'Italie. Viennent ensuite les légats, les commandants en chef de légions ou les gouverneurs de la plupart des provinces sénatoriales, toujours appelés proconsuls, même s'ils sont de rang prétorien. On trouve plus haut les préfets du trésor public et enfin les gouverneurs, appelés légats d'Auguste propréteurs, des provinces impériales les moins prestigieuses, souvent les moins dotées en légions. Parmi les charges consulaires, exercées par les anciens consuls, se placent d'abord des fonctions civiles renommées, comme celle de curateur des eaux, les aqueducs, des travaux publics et du Tibre. Viennent ensuite les gouverneurs des provinces impériales les plus prestigieuses, toujours appelés légats d'Auguste propréteurs, même s'ils ont le rang consulaire. On trouve en particulier les proconsuls d'Afrique et d'Asie qui gouvernent les 2 provinces sénatoriales les plus recherchées, surtout pour leur richesse. Au sommet de la carrière sénatoriale trône le préfet de la ville, c'est-à-dire de Rome, qui a des compétences administratives très vastes, remplaçant très largement celles des édiles hérités de la République. Ses pouvoirs judiciaires l'emportent sur ceux des préteurs pour les affaires criminelles graves, et il est aussi à la tête des 4 cohortes urbaines assurant la police dans la capitale. Au-delà de ces charges, il existe des profils de carrière bien différents selon le niveau social des sénateurs. Au sommet se trouve la nobilitas, une notion qui s'applique aux sénateurs ayant un récent ancêtre consul. Depuis la République, c'est d'abord le cas des patriciens, qui descendent des consuls du 5e siècle avant Jésus-Christ. Sous l'Empire, il reste peu de patriciens par le sang, mais l'empereur a le pouvoir de nommer de nouveaux patriciens. L'appartenance au patriciat permet d'accomplir une belle carrière sénatoriale ou d'accéder à des prêtrises. Toutefois, la grande majorité de la nobilitas est composée de plébéiens, le groupe opposé aux patriciens depuis les débuts de la République. Comme ces nobles, plébéiens, avaient eu un ancêtre consul, on estimait qu'ils devaient rapidement accéder au consulat et surtout aux charges consulaires. L'empereur les faisait souvent classer au rang prétorien par adlexio. En dessous de cette nobilitas se placent des sénateurs moyens. Leur carrière se caractérise par l'occupation de nombreuses fonctions administratives impériales. Elle est donc plus lente que dans le cas précédent. Il s'agit de charges prétoriennes et parfois consulaires. De manière paradoxale, ces sénateurs sont ceux qui ont le plus d'influence dans le gouvernement de l'Empire, car ils accumulent les postes de décision. On trouve enfin les petits sénateurs, qui forment la majorité de l'ordre. Ils occupent peu de fonctions administratives impériales et obtiennent au maximum le gouvernement d'une petite province sénatoriale. Du point de vue des origines géographiques, la part des sénateurs italiens représente environ 3/4 de tous les sénateurs sous les Flaviens de 69 à 96. Le recrutement massif de provinciaux commence avec Trajan de 98 à 117 et se poursuit sous Adrien de 117 à 138. Ils sont alors un tiers de sénateurs. À la fin de la dynastie des Antonins, en 192, la proportion de provinciaux atteint presque la moitié. Leur répartition approximative est alors la suivante: une moitié d'orientaux, un quart africains, un quart de Gaulois et d'Espagnols. Les provinciaux deviennent majoritaires sous les Sévères, avec une répartition globalement la même qu'à la fin des Antonins. Grand B, les 3e et 4e siècles.
Après la dynastie des Sévères, le Sénat conserve un rôle dans l'investiture des empereurs qui se succèdent alors à un rythme rapide. Toutefois, au milieu du IIIe siècle, les sénateurs perdent de nombreuses fonctions. D'abord par la simplification de la succession des magistratures. Le Vigentivira, l'édilité et le tribunal de la plèbe disparaissent. Les magistratures subsistantes n'ont plus que des prérogatives résiduelles. Les questeurs perdent presque tout leur rôle financier et les prêteurs ne jugent que des affaires très mineures. Questeurs et prêteurs s'occupent désormais surtout d'organiser les jeux offerts au peuple de Rome. La questure est d'ailleurs uniquement occupée par les fils de sénateurs et c'est seulement la préture, réservée aux familles les plus riches, qui donne accès aux réunions du Sénat. En 262, la réforme de l'empereur Galien, de 260 à 268 pour son règne, exclut les sénateurs de très nombreux postes militaires. Le tribunal militaire est alors supprimé. Le gouvernement des provinces impériales et le commandement des légions sont très largement confiés à des chevaliers, estimés plus efficaces et plus sûrs en ces temps d'instabilité politique. Les sénateurs ne conservent plus que des charges administratives, civiles et le gouvernement des provinces sénatoriales de rang consulaire, qui est par définition dénué de pouvoir militaire. Après la soumission de tout l'Occident à son pouvoir en 312, l'empereur Constantin, de 306 à 337 pour son règne, procéda à une refondation de l'ordre sénatorial inspirée par le modèle augustéen. Elle se traduisit d'abord par une augmentation considérable des effectifs, potentiellement jusqu'à environ 2000 sénateurs. En 313, Constantin confia au Sénat le soin de coopter ses nouveaux membres, toujours sous contrôle impérial, mais dans le but de se concilier l'aristocratie romaine, après sa victoire sur l'empereur Maxence, de 306 à 312, qui avait résidé à Rome et favorisé la ville. Cet ample recrutement de nouveaux sénateurs puisa dans deux milieux sociaux bien définis, l'ordre équestre et l'élite des curies municipales. Sous Constantin, de nombreux postes de la haute fonction publique passèrent des mains de chevaliers de rang supérieur à celles de sénateurs. Il en alla ainsi à des dates variables pour les préfets du prétoire, les préfets de l'annonce, le préfet des vigiles, les vicaires de diocèses civils, vaste circonscription supra-provinciale, et les chefs de bureau de l'administration centrale. Les titulaires de ces postes administratifs sont soit de rang prétorien, soit de rang consulaire, ce qui rappelle finalement les pratiques du Haut Empire. Dans ce domaine, Constantin procéda donc à une inversion de la logique qui prévalait au IIIe siècle. Sous le règne de Constantin, le Sénat est unique et siège à Rome. Encore au début du règne en Orient, de son fils Constance II de 337 à 361, les sénateurs de Rome détiennent des postes dans les deux parties de l'Empire. Cependant, entre 350 et 353, l'usurpation de Magnence en Occident, en particulier en Italie, coupe Constance II du Sénat de Rome. C'est au plus tard fin 351 ou début 352, selon les données épigraphiques actuelles, que Constance II procéda à la création d'un Sénat établi à Constantinople. De la sorte, tous les sénateurs résidant dans la préfecture du Prétoire d'Orient furent affectés au Sénat de Constantinople, même s'ils étaient membres jusqu'alors de celui de Rome. L'impôt des sénateurs vivant en Orient est attribué au trésor de Constantinople. Ainsi, le Sénat oriental avait vocation lui aussi à atteindre les 2000 membres, qui devaient, comme à Rome, disposer obligatoirement d'une résidence dans la capitale. L'existence d'un quorum de 50 clarissimes suffisait pour recruter un nouveau sénateur. Cette cooptation était contrôlée par l'empereur. Dans une lettre au Sénat de 355 où Constance II recommandait l'adlexio du rhéteur Themistius, l'empereur définit les 4 qualités du sénateur idéal. Richesse monétaire, permettant de financer les jeux lors de la préture, fortune foncière, appartenance à une catégorie de fonctionnaires clarissimes, et maîtrise d'une culture rhétorique. En fait, les deux derniers critères n'étaient pas toujours cumulés. On pouvait être soit fonctionnaire, soit rhéteur, tout en devant toujours disposer de moyens importants. Ce sont les deux empereurs et frères Valentinien Ier, de 364 à 375, et Valens de 364 à 378, qui parachevèrent la réforme des sénats de Rome et Constantinople. En 372, ils créèrent 3 rangs sénatoriaux, surtout destinés à classer les différentes catégories de fonctionnaires, qu'on peut présenter de bas en haut. Venaient d'abord les simples clarissimes, pour les gouverneurs consulaires des provinces ou les chefs des administrations centrales. On trouvait ensuite les spectacles, spectabiles en latin, pour les gouverneurs proconsulaires, les vicaires, les ducs militaires, soit les chefs de contingents provinciaux, ou les comtes du consistoire, membres du conseil impérial. Au sommet étaient enfin placés les illustres,
pour les préfets du prétoire, les préfets de Rome et Constantinople, ou les maîtres des milices, les généraux en chef. Il faut noter que sur décision impériale, on pouvait accéder à l'une de ces dignités sénatoriales sans exercer la fonction correspondante. En somme, ces dignités prenaient la suite des anciens rangs sénatoriaux du Haut Empire, du niveau prétorien et consulaire surtout. L'ordre sénatorial conserve au IVe siècle son caractère héréditaire. Néanmoins, le fils de sénateur ne l'est lui-même que si son père était déjà clarissime quand il est né. Cela contribue à expliquer que la législation ait pu exiger qu'un fils de sénateur remplisse ses obligations curiales. Une fille de sénateur hérite à la même condition du statut de son père, quel que soit celui de son mari. Enfin, un sénateur donne son statut à son épouse, même si elle n'est pas issue de l'ordre sénatorial, mais seulement le temps de son mariage. On ne connaît pas de sens obligatoire pour obtenir le statut sénatorial comme sous le Haut Empire, mais il est sûr qu'il fallait disposer d'une fortune importante, si possible foncière, quoique des biens mobiliers fussent maintenant admis. Ce dernier point visait bien sûr au recrutement d'hommes nouveaux, particulièrement au Sénat de Constantinople. Autre innovation, les sénateurs devaient payer, en plus de l'impôt foncier de base, depuis le Dioclétien, une taxe propre à leur statut. Elle fut créée par Constantin sous le nom de gleba senatoria, ou Folis Senatorius. Le IVe siècle est marqué par des évolutions concernant les anciennes magistratures romaines, qui ne constituaient plus des enjeux de pouvoir mais de simples rangs sénatoriaux. En tant que telles, elles comportent néanmoins une prérogative importante, le financement, sur la fortune individuelle de leurs titulaires, de certains jeux offerts au peuple de Rome et de Constantinople. En ce qui concerne Rome, une loi de 329 au sujet de la questure considère comme normal l'âge de 16 ans et non plus de 25 ans pour y accéder et prévoit le cas où un questeur est encore plus jeune. Les questeurs sont des fils de sénateurs dont les pères assurent le financement des jeux donnés en leur nom. La questure constituait en fait une charge préparatoire à la première magistrature sénatoriale, la préture. À Constantinople, la carrière sénatoriale débutait non par la questure, mais par le tribunat de plèbe, qui n'est formellement attesté qu'à partir de 374, mais doit remonter au règne de Constance II. Les préteurs étaient aussi des fils de sénateurs. Ils accédaient à cette magistrature normalement à l'âge de 20 ans. Mais une loi de 327 nous apprend, là encore, l'existence de préteurs de moins de 20 ans, quoique majeurs. En effet, certains préteurs conservent des compétences mineures en matière de justice civile, sous l'autorité d'appel du préfet de la ville. La prérogative de tous les préteurs était le financement des jeux. Il consistait en des spectacles de fauves à l'amphithéâtre, des courses de chars au cirque et des spectacles scéniques au théâtre selon une loi de 354. Une loi de Constantin obligeait en outre les préteurs à se livrer, lors des jeux, à des cadeaux dispendieux au peuple. Il s'agissait en particulier de dons d'objets divers en métal précieux. Cependant, beaucoup de sénateurs de Constantinople étaient dispensés de la préture par l'empereur. On comptait entre 4 et 8 préteurs par an, alors qu'il y avait beaucoup plus de nouveaux sénateurs cooptés ou agrégés par adlectio chaque année. Les consuls, toujours divisés entre ordinaires et suffects, devaient eux aussi, et par excellence, offrir des jeux. Ils donnent en particulier le signal du départ des courses de chars en agitant le mouchoir appelé mappa. Au début du IVe siècle, seuls les civils accèdent au consulat. Le premier militaire, Bonosus, n'est attesté qu'en 344. Des barbares d'origine furent nommés consuls avec certitude à partir du règne de Julien, de 361 à 363, avec le Franc Nevita, en 362. Lors de sa venue à Rome en 357, Constance II a présidé une séance du Sénat et accordé une grande attention aux traditions romaines. À cette occasion, cependant, il a fait enlever de la curie la statue de la victoire, afin de ne pas avoir à offrir l'encens. L'histoire se répète en 382-383, sous l'empereur Gratien, de 375 à 383 pour son règne, auquel s'oppose à ce sujet le préfet de Rome Symaque, défenseur de l'héritage païen. Quant à lui, le Sénat de Constantinople a été défini par le rhéteur et sénateur Themistius comme la synthèse entre la dignité romaine et la sagesse hellénique. Néanmoins, dans les deux capitales, sauf quand l'empereur est présent, les réunions de Sénat sont placées au IVe siècle sous l'autorité du préfet de la ville, et on peut dire que le Sénat est devenu le conseil du préfet de la ville. Grand 2, l'ordre équestre. Grand A, sous les Antonins et les Sévères. Comme sous la République, le cens équestre, fortune minimale exigée, est de 400 000 sesterces. À l'origine, il définissait les citoyens qui avaient les moyens de servir dans l'armée à cheval. Sur la base de ce cens, depuis le début du Haut Empire, l'admission dans l'ordre équestre est maintenant contrôlée par l'empereur.
L'ordre équestre est extrêmement divers, encore plus que l'ordre sénatorial. Sa strate la plus basse se compose de notables civiques. Les décurions des cités sont eux-mêmes recrutés sur des critères censitaires. Leur sens est souvent mal connu et varie d'une cité à l'autre, mais il est inférieur au sens équestre. On comprend donc que l'ordre équestre se recrute à la base parmi les nobles civiques les plus riches. Toutefois, les chevaliers peuvent accéder à 2 fonctions supérieures à celles de décurions. Grâce à leur sens, ils ont accès aux décuries de juges constituant les jurys des cours de justice à Rome. Ils ont de plus la possibilité d'être membres d'un conseil provincial, ce qui est un avantage de fait réservé aux chevaliers dans les provinces où la citoyenneté romaine est la plus diffusée. Les conseils provinciaux sont composés de délégués des cités dont ils peuvent défendre les intérêts auprès du gouverneur ou dénoncer ce dernier auprès de l'empereur. Ces conseils élisent un prêtre provincial du culte impérial. Ce poste est presque systématiquement occupé par un chevalier. Parmi les notables civiques, certains chevaliers décidaient de s'engager dans l'armée, les militaires formant la strate moyenne de l'ordre équestre, une grande majorité d'entre eux se limitant à 2 postes subalternes. Le premier est celui de centurion, placé à la tête d'une centurie de fantassins, et les chevaliers sont très présents parmi les primipiles, formant l'élite des centurions. Le second est celui de préfet des ouvriers. Ils commandaient, sous la République, les ouvriers attachés aux légions, mais ils sont devenus des aides de camp, des légats de légion, ce qui permet à un chevalier de se faire connaître d'un sénateur. Une minorité de chevaliers pouvait ensuite occuper une ou plusieurs milices, postes de commandement, de rang équestre. Elles offraient tout au plus 200 postes par an, ce qui impliquait une sélection importante. Pour les obtenir, un chevalier devait être recommandé, en général par un sénateur à un autre sénateur. Le cursus des 3 milices équestres était très codifié. La plus basse était la préfecture de cohorte montée, un corps associant des fantassins et des cavaliers, composé en général de citoyens pérégrins servant comme auxiliaires, mais parfois de citoyens romains. Au milieu se trouvaient les tribuns militaires. 5 chevaliers entouraient ainsi le légat de légion, et les chevaliers les mieux introduits auprès d'un sénateur pouvaient d'ailleurs commencer directement par ce poste. Au sommet, la préfecture d'Aile était chargée de commander un escadron de cavalerie. Certains rares chevaliers accomplissent une carrière militaire au-delà des 3 milices équestres. Le commandement suprême des troupes terrestres, les légions, leur est interdit, car il est réservé aux sénateurs. Leur sont en revanche ouverts les postes de préfet des flottes, les plus prestigieuses étant celles des ports italiens de Mycène, près de Naples, et de Ravenne, sur l'Adriatique. Une infime minorité de chevaliers accède à la strate la plus élevée de l'ordre, composée des hauts fonctionnaires. Ils doivent au préalable avoir accompli les milices équestres, dont l'accès est déjà très restreint, et qui permettent d'éprouver leur fidélité. Depuis Adrien et surtout sous les Sévères, il est possible d'accéder à cette haute fonction publique après avoir été simplement avocat du fisc, c'est-à-dire avoir fait ses preuves au service du trésor impérial. Contrairement aux sénateurs, les chevaliers ne peuvent prétendre au pouvoir impérial et constituent donc a priori de parfaits serviteurs, en particulier dans le domaine financier, apanage de l'ordre depuis la République. On estime qu'une centaine environ de chevaliers détenaient ces postes de hauts fonctionnaires, ce qui correspondrait peut-être à 1% de l'ordre équestre. Ces postes relèvent de 2 grandes catégories, très hiérarchisées entre elles. La catégorie la plus basse se composait des procurateurs, classés en fonction de leur salaire annuel. Les sexagénaires, 60 000 sesterces, pouvaient gouverner de petites provinces impériales ou détenir des postes administratifs mineurs à Rome, comme les petites casernes de gladiateurs. Les centenaires, 100 000 sesterces, pouvaient être procurateurs financiers, à la tête des finances impériales, dans les provinces ou chefs d'un service administratif à Rome, comme la monnaie. Les ducénaires, 200 000 sesterces, étaient en particulier les responsables des grands domaines impériaux, appartenant en propre à l'empereur. Les tricénaires, 300 000 sesterces, dirigeaient les bureaux de l'administration impériale, par exemple le bureau a rationibus, les finances, ou celui de a libellis, requêtes adressées au prince. Le nombre de postes de procurateurs, à la fois à Rome et dans les provinces, s'est fortement accru sous Septime Sévère, en passant de 135 à 173, ce qui représente une augmentation de près de 30%. La catégorie de hauts fonctionnaires la plus élevée était formée par les 4 préfets, eux aussi hiérarchisés. Le poste le plus bas étant celui de préfet des vigiles, qui sont les pompiers de Rome. Le préfet de l'Annone était chargé du ravitaillement de Rome. Le préfet d'Égypte était placé à la tête du principal grenier à blé de Rome. En raison de son importance stratégique pour la capitale, et donc pour le pouvoir impérial, l'Égypte est interdite aux sénateurs, sauf autorisation spéciale de l'empereur, et constitue donc la seule grande province gouvernée par un chevalier, qui y dispose exceptionnellement de l'autorité sur l'armée. Enfin,
Les préfets du prétoire, normalement au nombre de 2, commandaient la garde impériale. Là encore, le fait de réserver ce commandement à des chevaliers s'explique par le danger potentiel de la collusion entre les sénateurs et les cohortes prétoriennes qui gardent la capitale et la personne de l'empereur. Le recrutement géographique de l'ordre équestre est très lié à la diffusion de la citoyenneté romaine. D'abord dans les provinces sénatoriales, en Bétique, en Gaule narbonnaise, en Afrique, en Asie. Sous les Antonins, les provinciaux apparaissent être devenus légèrement majoritaires au sein des milices équestres, mais ils restent minoritaires chez les procurateurs, ce qui révèle le poids conservé par les Italiens dans l'administration. Dans le groupe des procurateurs, l'ordre des sévères marque une rupture. Les Africains et les Orientaux se montent à 30% environ chacun. Les deux groupes deviennent ensemble majoritaires, ce qui reflète les liens personnels de la dynastie avec ces deux régions. Les Italiens se maintiennent à environ 30%. Grand B, les 3e et 4e siècles. Après la dynastie des Sévères, les chevaliers concurrencent les sénateurs dans des fonctions jusqu'alors réservées au premier ordre, ce qui est lié à l'instabilité politique du IIIe siècle. Dans les provinces, ils commencent en tant que procurateurs financiers, à suppléer le gouverneur-sénateur, par exemple en tant qu'agence vice legati, agissant à la place du légat. Sous le règne de Galien, les chevaliers deviennent gouverneurs de nombreuses provinces impériales, avec le titre de praeses, sans même avoir été auparavant procurateurs. En parallèle, ils prennent largement le commandement des légions, une évolution en fait entamée dès Septime Sévère, de 193 à 211. Du point de vue de l'ascension interne à l'ordre, on observe au IIIe siècle une valorisation de la carrière des militaires, en particulier pour les centurions. En raison de leurs compétences cruciales dans cette période, ils accèdent beaucoup plus facilement qu'avant aux procuratelles financières. À la fin du IIIe siècle, le terme de procurateur est d'ailleurs de plus en plus remplacé par celui de magister ou de rationalis, ce qui annonce la situation du IVe siècle. Les fonctionnaires équestres portent des titres honorifiques, reflétant la hiérarchie de leur ordre. Vir egregius pour les procurateurs les moins élevés, vir perfectissimus pour les procurateurs de rang supérieur, et vir eminentissimus pour les préfets du prétoire. Le IIIe siècle connaît un accroissement spectaculaire des pouvoirs du préfet, du prétoire, qui devient, souvent, le second ou le bras droit de l'empereur. À partir du commandement des cohortes prétoriennes, il peut être conduit à diriger des armées de campagne. En tant que représentant du prince, il se met à juger de nombreuses affaires. Enfin, il contrôle de plus en plus toutes les opérations fiscales. L'ensemble de ses compétences conduit l'empereur à donner au préfet du prétoire le titre de clarissimus vir, l'assimilant donc à un sénateur. La conclusion logique de ces évolutions se produit sous Constantin. Les préfets du prétoire prennent la tête de l'administration civile et sont recrutés parmi les sénateurs. De manière plus générale, l'amplification et la duplication du Sénat retirent aux chevaliers toutes les fonctions administratives supérieures. L'ordre équestre constitue d'ailleurs le principal vivier de recrutement de l'ordre sénatorial élargi. Au IVe siècle, l'ordre équestre se maintient néanmoins sous la forme d'une hiérarchie comprenant du sommet vers la base les centenaires, les ducénaires et les perfectissimes, les deux premiers titres n'ayant plus de rapport avec leur rémunération. Ces dignités équestres étaient attribuées à certains fonctionnaires jusque sous Théodose Ier de 379 à 395. Par exemple, les chefs de bureaux et d'ateliers impériaux dépendant du comte des largesses sacrées ou les gouverneurs de provinces secondaires. Dans l'armée, les comtes militaires et les ducs restèrent perfectissimes jusqu'aux années 360, durant lesquelles ils devinrent clarissimes. De même, jusqu'aux années 360, la dignité équestre qualifie certains notables municipaux, qui bénéficient en particulier, ainsi, de privilèges pénaux propres aux citoyens les plus distingués, les honestiores. Après cette période, tout privilège, surtout en matière financière, implique d'appartenir à l'ordre sénatorial. Conclusion. L'évolution qui court de Trajan à 410 pourrait laisser penser qu'en dehors de la parenthèse de la seconde moitié du IIIe siècle, l'ordre sénatorial l'a toujours emporté sur l'ordre équestre dans le service du prince. Les sénateurs ont en effet toujours conservé le prestige lié à leur vénérable autorité sur le peuple romain. Ce serait toutefois oublier que les fonctions remplies par les chevaliers au IIe et IIIe siècle constituèrent la véritable assise administrative du régime, en particulier dans les domaines financiers et finalement militaires. La reconstitution de l'ordre sénatorial du IVe siècle opéra ainsi une habile synthèse entre la tradition du premier ordre et l'efficacité d'une administration profondément rénovée. Chapitre 2. Gouverné par le droit. Par Sylvain d'Estéphan. Dépourvu de constitution, au sens où nous entendons ce terme, mais fondé sur une longue tradition institutionnelle et doté d'un vaste patrimoine juridique, les organes de la République servent de soubassement au régime impérial romain,
en étant désormais coiffé par le prince. Par son cumul de fonctions et de prérogatives, en particulier l'imperium supérieur, illimité dans le temps et l'espace, et la puissance tribunicienne, dissociée du tribunat, celui-ci exerce une compétence en matière de justice. Elle lui permet de recevoir en appel les jugements émanant de Rome et du reste de l'Empire. Cette compétence judiciaire singulière, qui dépasse celle de tout autre magistrat, s'accompagne d'une intervention grandissante de l'empereur dans la production de textes à valeur de loi. La place éminente, puis progressivement exclusive du prince dans la production du droit est révélatrice de l'affirmation monarchique du pouvoir impérial. Toutefois, la concentration de compétences en matière de justice et de droit contraint le souverain à s'entourer d'experts et à déléguer une partie de ses prérogatives, tout en encourageant la primauté et l'uniformisation du droit romain. Grand 1. Dire le droit. Grand A. Les sources du droit et leur évolution. Reliques de la République conservées par le Principat, les assemblées civiques s'étiolent et voient leurs compétences se réduire au point de jouer un simple rôle de confirmation des candidats aux magistratures recommandés par le prince et d'investiture de ce dernier lors de son entrée en fonction. Elles finissent par perdre ses prérogatives dès le 1er siècle au profit du Sénat. Ce haut conseil, composé de 600 membres, magistrats en charge ou sortis de fonction, forme le conservatoire des traditions de Rome. Il constitue une institution jouissant d'un grand prestige et en son sein se recrutent les cadres de l'Empire. Le Sénat bénéficie du déclin des assemblées puisqu'il élit les magistrats et les prêtres civiques, même s'il doit avaliser les candidats du prince. Après le 1er siècle, l'empereur est investi de ses titres et fonctions par décret du Sénat. Ce type de texte normatif porte le nom de Senatus Consult, en latin Senatus Consultum. À l'origine, il s'agit d'un avis délivré par le Sénat à un candidat ou à un magistrat en amont du processus électoral ou législatif. Sous le Principat, le Sénat voit son autorité législative renforcée par la déchéance des assemblées, au point que les Senatus Consultes acquièrent pleine force de loi à partir des Antonins, de 96 à 192. Les empereurs n'hésitent pas à soumettre au Sénat, par l'intermédiaire d'un porte-parole, le questeur le plus souvent, des projets de décrets qui sont adoptés et promulgués sous la forme de Senatus Consultes. Toutefois, les interventions impériales se systématisent au point de faire disparaître les Senatus Consultes d'initiative sénatoriale à la fin du IIe siècle. Dès lors, les décrets que le Sénat adopte de son propre chef ne concernent plus que son règlement interne. Il existe d'autres sources du droit à côté du Sénat. Une d'elles, l'héritage de la tradition républicaine, est associée à la fonction de prêteur. Chargé d'administrer la justice, ce magistrat supérieur possède une juridiction à Rome et préside les tribunaux de la capitale dotés de jurys tirés au sort parmi les sénateurs et les chevaliers. À son entrée en charge, il faut proclamer, edicere, les règles qu'il suivra durant l'année de son mandat, quitte à les compléter si besoin. Cette proclamation normative, edictum en latin ou edit en français, affichée par les prêteurs, constitue depuis la République une des principales sources du droit. Dans la mesure où les prêteurs ont peu à peu pris l'habitude de reprendre l'édit de leurs prédécesseurs sans guère le modifier, Hadrien, 117 à 138 pour son règne, décide d'en fixer le contenu de manière définitive, d'où le nom d'édit perpétuel qui lui est donné. De cette manière, la procédure judiciaire est appliquée de manière identique par les prêteurs, ce qui réduit leur possibilité d'interpréter la loi et leur interdit de produire du droit. La fixation de l'édit perpétuel a été confiée en 131 à Silvius Julianus, un jurisconsulte. Ce terme désigne un expert du droit, souvent un enseignant de cette discipline. L'apogée des jurisconsultes se situe sous les Sévères, 293 à 211. Ils sont alors intégrés au Conseil impérial et entrent au service de l'État comme l'ont noté Michel Imbert et David Kremer. Leurs avis, sollicités par les magistrats, sont retranscrits dans des ouvrages spécialisés et des manuels, connus par le digesté, qui complètent l'arsenal normatif dont disposent juges et législateurs. À la lumière de l'évolution de la production du droit, on serait tenté d'employer le terme de législateur au singulier, puisque les institutions créatrices de droit, que sont les assemblées, le Sénat et les magistrats, voient leurs compétences supprimées ou limitées par l'action du prince législateur, pour reprendre une formule de Jean-Pierre Corria. Bien que les Antonins se soucient de respecter les apparences institutionnelles du Principat, le début de l'omnipotence législative des empereurs date de leur époque. La promulgation de l'édit perpétuel et la disparition de Senatus Consultes d'initiative sénatoriale sont révélatrices de cette évolution. En vertu de ses prérogatives, le prince rend des décisions qui ont force de loi dans tout l'Empire. Ces décisions, de plus en plus nombreuses, au point de devenir presque exclusives, portent le nom générique de constitutions impériales. Ce terme recouvre, sous le Haut Empire, 4 catégories de textes normatifs. L'édit est un texte législatif de portée générale ou limitée.
Le décret est une décision judiciaire rendue par le prince qui peut faire jurisprudence, point de droit servant ensuite à rendre un verdict dans une autre affaire judiciaire. Le mandat est formé des institutions données à un représentant du souverain, surtout au gouverneur. Enfin, le rescrit est une réponse officielle de l'empereur apportée à un problème juridique précis soumis par un magistrat, un juge, une collectivité ou un particulier. Le rescrit devient dès le IIe siècle la principale forme de production législative du prince, et bien que de propos ponctuels, il prend aussi une valeur jurisprudentielle, et devient le principal moyen utilisé par les empereurs pour amender, compléter et uniformiser le droit au rythme soutenu de leurs réponses. Grand B, législateurs et style législatif. L'importance de la législation du prince explique l'essor de sa chancellerie en bureaux divisés, dont le nombre est allé jusqu'à 8. Dirigé par un procurateur de rang équestre depuis les Antonins. Il convient de connaître ceux qui diffusent le droit édicté par l'empereur. Le bureau des pétitions, Ali Bellis, reçoit les requêtes adressées au souverain par des particuliers et rend une décision en son nom par rescrit. Le bureau de la correspondance latine ou grecque, Ab Epistulis Latinis ou Graecis, règle par le biais d'un rescrit les problèmes de droit soumis par des communautés, des associations ou des représentants du pouvoir. Dans le cas d'une difficulté rencontrée par ces derniers, ce bureau leur transmet des instructions spéciales ou mandats. Les bureaux des pétitions et de la correspondance officielle constituent, sur le plan juridique, les services les plus importants de la chancellerie impériale, puisque le rescrit devient la forme principale de production du droit à partir des Antonins. Le bureau des enquêtes judiciaires, A cognitionibus, instruit les affaires civiles, criminelles et surtout fiscales, soumises au jugement direct du prince. Le bureau des études, A studiis, prépare la documentation juridique nécessaire au prince pour prendre une décision, et le bureau des archives, à Memoria, est à la fois le secrétariat de l'empereur et l'archive centrale de sa chancellerie. Celle-ci est organisée en 314 par Constantin, de 306 à 337 pour son règne, et le nombre des bureaux réduit à 3, placés sous l'autorité du maître des offices. Il s'agit du bureau de la mémoire, rescrit, réponse aux suppliques, nominations, archives et actes divers. Celui de la correspondance, relations avec les représentants du pouvoir, et des pétitions, requêtes à l'empereur, affaires relevant de son tribunal. Le premier absorbant l'ancien bureau des études et le dernier intégrant celui des enquêtes. Si les actes sont revêtus de l'autorité du souverain par l'apposition de sa signature dont il subsiste de rares exemplaires sur papyrus, l'empereur est aidé de son conseil, devenu le consistoire au Bas-Empire, pour traiter les affaires, tandis que les textes sont rédigés par les responsables des bureaux. L'information juridique et littéraire conditionne l'obtention de ces charges accordées et révoquées sur décision du prince. Sa toute-puissance dans le domaine législatif est théorisée par des jurisconsultes comme Ulpien, qui écrit sous Septime Sévère, 193 à 211 pour rappel de son règne. Ce qui a plu au prince à force de loi. Citation de Digesté, grand 1, 4, 1 pour la source. Au siècle suivant, le rhéteur Themistius, dans Discours grand 5, 64b, compare l'empereur Jovien, de 363 à 364 pour son règne, à une loi vivante d'origine divine. L'expression formelle des décisions du prince requiert l'intervention technique et stylistique de juristes et de lettrés. Il n'est pas étonnant que les rédacteurs des lois, terme utilisé au Bas-Empire, de façon concomitante avec celui de constitution, bien que souvent anonyme, soient triés sur le volet. Le caractère personnel de la législation, consécutive à l'individualité du rédacteur et du destinataire, puisque la loi traite souvent d'une affaire précise, est renforcé par la manière de rédiger la loi, en particulier son préambule, où s'expriment des considérations sur les devoirs d'un empereur. La langue légale suit les évolutions de la langue littéraire et prend une tournure sophistiquée. À la suite des travaux de Jean-Pierre Calut, et surtout de Tony Honoré, l'examen des lois rédigées par les questeurs du palais, en particulier les clausules, qui donnent un rythme singulier à la phrase, a permis d'identifier des rédacteurs des 4e, 5e siècles. L'emploi de ces clausules n'est pas seulement ornemental et garantit l'authenticité du texte de loi aux yeux des spécialistes du droit en rendant difficile son imitation, plus encore sa modification. Grand 2. Diffuser le droit. Grand A. Les instances de diffusion. Tandis que l'initiative législative du Sénat et des prêteurs de Rome disparaît au IIe siècle, les magistrats envoyés en province possèdent des compétences judiciaires puisque les affaires passibles d'une amende élevée ou de la peine de mort relèvent d'eux. À l'instar du préteur qui préside un tribunal à Rome, le gouverneur, en vertu de son imperium, promulgue un édit provincial qui précise les règles de son administration, en particulier dans le domaine judiciaire, en reprenant et en précisant les dispositions antérieures.
Toutefois, deux restrictions pèsent sur les gouvernements dans la mesure où leur édit doit se conformer aux édits de l'empereur en raison de sa possession d'un imperium supérieur, et un citoyen romain, mais non un citoyen pérégrin ni a fortiori un esclave, peut faire appel de leur verdict auprès du tribunal impérial. Rappelons que si le préteur à Rome préside une cour de justice et organise un procès dont l'issue dépend d'un jury, le gouverneur tranche les affaires avec l'assistance de conseillers, mais sans toujours un jury. Il est courant de désigner le gouverneur du terme de iudex, le juge, puisqu'il se montre souvent à ses administrés dans l'exercice de cette fonction harassante. Organisant des tournées judiciaires selon un circuit et un calendrier préétabli, le gouverneur tient ses assises dans les principales cités de sa circonscription pour apporter la justice romaine aux plaignants. Le rapprochement entre gouverneurs et justiciables est facilité depuis Dioclétien, de 284 à 305, par la division des provinces en entités réduites et la multiplication de gouverneurs plus accessibles, sinon moins éloignés. L'octroi de la citoyenneté romaine aux habitants libres de l'Empire, en vertu de la constitution antonine en 212, a réduit en théorie les compétences judiciaires des gouverneurs dont les verdicts sont désormais susceptibles d'être soumis à un droit d'appel, même si dans les faits rares sont les affaires qui remontent jusqu'au tribunal de l'empereur, ce dernier se réservant la possibilité de transmettre le cas à une juridiction inférieure. Parmi les bénéficiaires de cette délégation de la justice de l'empereur par le mandat spécial se situent les gouverneurs en province. Le préfet de la ville, Rome d'abord, puis celui de Constantinople créé en 359, et les préfets du prétoire, pour les différentes régions parmi lesquelles l'Italie, cette dernière divisée en provinces depuis Dioclétien. De Dioclétien à Constantin date la création de juridictions supérieures que sont les préfectures du prétoire et les diocèses, ces derniers formant un échelon intermédiaire entre provinces et préfectures. Dans la mesure où le droit édicté par l'empereur a progressivement pris le pas sur les autres formes de droit, au point de les réduire au silence ou à un rôle accessoire, les échelons de la hiérarchie judiciaire et administrative instaurés au bas empire appliquent partout et toujours un seul et même droit, celui émanant de l'empereur. Pour cette raison, la majeure partie de la législation du prince est appliquée, voire suggérée, par des magistrats en fonction dans les capitales préfectorales, diocésaines et provinciales, où la copie de ces constitutions impériales est en principe conservée. Grand B. Pertes et destructions. Les constitutions destinées aux représentants du pouvoir sont conservées dans des dépôts d'archives dont la gestion est indispensable à un gouvernement efficace. Certes, le nombre de fonctionnaires augmente dans l'Antiquité tardive. Bernard Palm estime à 100 le nombre de membres du service administratif, l'officium d'un gouverneur, à plus de 300 celui d'un vicaire, et sans doute à plus de 2000 dans le cas d'un préfet du prétoire. Malgré la hausse du nombre de bureaucrates, et sans doute des responsables des archives entre le Haut Empire et le Bas Empire, on passe alors de 40 à 120 provinces, l'état de conservation des archives laisse à désirer. La situation n'est guère plus brillante pour les archives centrales, délaissées dans les résidences impériales ou ballottées avec le souverain dans les déplacements, qui constituent un défi à leur conservation. Le prince est pourtant susceptible de prendre une décision en tout lieu, et répondre aux requêtes des administrés est un devoir d'empereur. Dion Cassius, dans l'histoire romaine, Grand 69, 6, 3 pour la source, évoque une femme qui demande à Adrien, en voyage, d'abandonner son pouvoir s'il ne peut lui accorder une audience. Présente chez Plutarque pour un souverain hellénistique, l'anecdote édifiante circule jusque dans les traits de bon gouvernement de l'Orient médiéval. D'après un papyrus, P. Col, 123 pour la source. Durant leur hivernage en 199-200 à Alexandrie, Septime Sévère et son fils Caracalla répondent à 4 ou 5 requêtes par jour et produisent donc un nombre équivalent d'actes normatifs seulement pour ces affaires ponctuelles. La disparition des lois et leur degré d'application, c'est-à-dire leur validité temporelle et territoriale, se posent en raison de leurs propos, souvent très limités, de l'impossibilité pour les particuliers de connaître le droit et de la volonté officielle d'y remédier par des affichages et des proclamations par nature temporaire. La précarité du droit apparaît aussi avec la circulation plus grande des souverains du IIIe siècle à la fin du IVe siècle. L'itinérance aboutit à la confusion de dates et lieux de promulgation associés à certaines lois, comme la législation de Constance II dans la décennie 350. Notons l'absence de loi de Valence, datée de 378, année de sa mort à la bataille d'Andrinopole, au point de supposer une disparition de ces archives. Quelquefois accidentelle, la perte de la production législative peut être délibérée quand leurs auteurs sont des usurpateurs. Même s'ils frappent monnaie et se comportent en dirigeants légitimes, leurs lois ont été condamnées à l'oubli.
Citons le cas de ceux que l'historiographie moderne qualifie d'empereurs gaulois, qui contrôlent entre 260 et 274 une partie de l'Occident romain. Si l'on possède des monnaies de cette demi-douzaine de princes régionaux, aucune de leurs lois n'est connue. De même, il ne reste rien de la législation des usurpateurs, Carausius et Alectus, qui dominent la Bretagne de 286 à 296. Ajoutons enfin les empereurs déchus, en particulier les tétrarques, tombés dans la catégorie des tyrans, comme Licinius de 308 à 324, dont la législation, étudiée par Simon Corcoran, s'est retrouvée annulée, absorbée ou anonymée par celle de Constantin. Grand 3. Appliquer le droit. Grand A. Tribunaux et procédures. Empereurs, préfets et gouverneurs au Haut Empire, empereurs, préfets, vicaires et gouverneurs au Bas Empire, tous exercent une juridiction supérieure à celle de l'échelon inférieur. Le niveau le plus bas étant celui des magistrats des cités pourvus d'un droit de justice limité aux litiges mineurs. Si le verdict d'un empereur est sans appel, le jugement d'un préfet l'emporte sur la décision d'un vicaire, qui peut rejuger une affaire tranchée par un gouverneur habilité à recevoir l'appel d'une sentence prononcée par un juge municipal. Cette pyramide de juridiction paraît plus complexe, du moins mieux structurée, à la fin qu'au début de la période. L'évolution du droit entraîne la disparition de la justice populaire, représentée par des jurés, au profit des juges. Sur le modèle de la justice d'époque républicaine, retouchée par Auguste, la justice à Rome est confiée à des tribunaux dirigés par des préteurs et formés de jurys de sénateurs et de chevaliers selon la procédure dite des affaires judiciaires publiques, l'ordo iudiciorum publicorum. Celle-ci impose qu'un citoyen se fasse l'accusateur, procédure accusatoire, pour introduire une affaire en justice jugée par un jury. Dès le IIe siècle, les tribunaux déclinent et disparaissent ensuite en raison du développement à l'instigation des empereurs, d'une procédure judiciaire en dehors de la pratique habituelle, extraordinem. Cette procédure dite extraordinaire devient habituelle avec Dioclétien. Elle instaure une justice de juges qui tranche une affaire portée à leur connaissance sur accusation d'un citoyen, procédure accusatoire sans jury, ou introduite sur leur initiative, procédure inquisitoire. En tout cas, le juge, qu'il soit gouverneur de province, préfet de la ville, pour les affaires dans la capitale et leurs environs, ou d'une autre juridiction, jouit d'une grande latitude pour fixer la peine dont la gravité, depuis Adrien, varie selon que le coupable appartienne aux catégories supérieures ou inférieures de la société. Les sanctions sont plus sévères pour les plus modestes. Le tribunal de l'empereur peut se saisir de n'importe quelle affaire et juger en appel toute décision de justice. Loin d'être arbitraire, la compétence universelle du tribunal impérial permet de systématiser à tout l'Empire une justice à 2 degrés, permettant de faire appel du verdict rendu par un gouverneur, et d'encourager l'application du droit romain formulé et précisé par les princes successifs. De même, la possibilité pour l'empereur de transmettre une affaire à un magistrat, jugeant à sa place, encourage l'usage d'un même droit par des juges représentant le pouvoir central. De cette manière, le développement de la justice impériale, l'application du droit émanant du prince et la mise en place de juridictions hiérarchisées concourent à appliquer le droit romain selon les mêmes procédures et à uniformiser l'empire sur le plan juridique et judiciaire. Toutefois, dans la pratique, la justice souffre de dysfonctionnements. Ainsi, une des deux parties peut saisir une juridiction sans accord de la partie adverse, ce qui oriente le procès en fonction du tribunal saisi. De plus, les procédures judiciaires sont lentes et coûteuses. Des plaideurs multiplient les appels auprès de diverses juridictions ou recourent à des procédés dilatoires pour reporter le verdict et bénéficier d'une prescription, délai au-delà duquel la justice ne peut plus être saisie, ou épuiser les finances de la partie adverse. Les empereurs, conscients de ces problèmes, tentent de les résoudre en édictant des lois qui répriment la corruption des juges et du personnel des tribunaux pour rendre la justice accessible et surtout impartiale. Grand B, vers la codification. L'enseignement du droit est une activité privée, exercée par des juristes dont certains mènent en parallèle une carrière de magistrat, les conduisant parfois jusqu'au consulat. Comme c'est par exemple le cas des ancêtres sur 3 générations de l'empereur Nerva, de 96 à 98, le père adoptif de Trajan. D'autres se spécialisent dans l'enseignement, à l'instar de Gaius, auteur au milieu du IIe siècle des Institutes, un manuel de droit classé par catégorie, personnes, biens et actions en justice, dont la clarté lui vaut un grand succès. La formation des juristes repose sur cette littérature de traités, de commentaires et d'abrégés qui circulent dans les écoles de droit, Rome, Beyrouth, Alexandrie, Antioche, examinée par Mario Breton, et passe entre les mains des magistrats et des bureaucrates qui les ont parfois fréquentés. Un rapprochement entre l'enseignement du droit et la formation des fonctionnaires est accompli par l'école de droit de Beyrouth, établie sans doute au IIe siècle, dans cette colonie romaine de Phénicie,
qui possède un dépôt des copies des constitutions adressées aux provinces levantines. Le rayonnement de cette école, attesté au IIIe siècle, se renforce au siècle suivant et concurrence l'enseignement de la rhétorique dans les villes voisines. Le droit et l'éloquence constituant les deux disciplines permettant d'ambitionner une carrière publique au sein d'une cité, ou mieux, de l'administration impériale. Établie dans la partie hellénophone de l'Empire, l'école de droit de Beyrouth offre une formation en latin, la langue de la justice romaine. En 364, devant l'empereur Valens et le sénat de Constantinople, le rhéteur grec et sénateur Thémistius, dans Discours, grand 6, 71c pour la source, qualifie le latin de langue du pouvoir. Il reste prépondérant en Orient, dans les structures judiciaires et administratives, au moins jusqu'au 5e siècle. Si le savoir juridique se propage à mesure que le droit romain s'impose et la justice se perfectionne, la maîtrise du droit se complique parce qu'il ne cesse de croître. La bonne marche de la justice est entravée par la confusion des lois et du droit, qui est telle que l'auteur anonyme d'un traité composé dans les années 360 demande à l'empereur d'y mettre fin. De Rebus Bellicis 21 pour la source. Le problème avait trouvé en partie une réponse, manifestement peu satisfaisante, à l'époque tétrarchique par la publication de deux compilations privées de lois impériales, le Code grégorien et le Code hermogénien, œuvres respectives de Grégorius, peut-être professeur de droit à Beyrouth, et d'Hermogénien, un haut fonctionnaire. Compilé vers 292, le Code grégorien, dont une quinzaine de fragments inédits ont été redécouverts en 2009, contient surtout des rescrits privés s'échelonnant d'Adrien aux années 290. Le Code hergémonien rassemble des rescrits adressés par Dioclétien et ses collègues dans les années 293-294. Insuffisantes, ces compilations de lois, qui excluent droit pénal et droit public, ouvrent la voie à une codification publique de grande ampleur. En 426, une constitution des empereurs Valentinien III et Théodose II, dite loi des citations, précise que les juges devront désormais établir leur verdict, si besoin, sur l'autorité de 5 jurisconsultes des 2e-3e siècles, dont Gaius et Ulpien, Code théodosien, grand 1, 4-3 pour la source. En 429, puis en 435, Théodose II, de 408 à 450 pour son règne, désigne 9 puis 16 dignitaires et juristes pour collecter toutes les constitutions émises de Constantin à son époque. Le code, qui porte le nom de l'empereur, est divisé en 16 livres, eux-mêmes subdivisés en titres à l'intérieur desquels les lois sont classées chronologiquement, même si des textes récents ont abrogé d'autres antérieurs. Il comprend environ 2500 textes, mais la tradition manuscrite, qui est incomplète, ne permet pas d'en connaître le nombre précis. Fruit d'un énorme travail de recherche, d'examen, de sélections et de copies, évoqué par John Matthews, le Code théodosien promulgué en 438 entre en vigueur le 1er janvier 439. Il facilite la systématisation et l'application du droit romain dans les deux moitiés de l'Empire, au point d'éclipser les précédentes collections juridiques. Même s'il ne contient pas des extraits de toute la législation impériale, le Code théodosien permet de connaître nombre de lois des 4e-5e siècles, lesquelles sont intégrées au Code justinien, vaste compilation de constitutions dont les plus anciennes remontent à Adrien et dont subsiste la seconde édition datée de 534. Grand C, le pluralisme juridique. Malgré l'emprise croissante du droit et de la justice conçue et appliquée par les autorités romaines, il subsiste une relative diversité des juridictions dans l'Antiquité tardive. D'une part, le droit romain n'a pas supprimé les traditions juridiques associées à d'autres sphères culturelles et linguistiques. La législation du Bas-Empire reconnaît l'existence de coutumes locales ou provinciales, soit pour les intégrer au patrimoine juridique commun, soit pour indiquer que certaines sont contraintes à la loi, par exemple la polygamie interdite par Dioclétien. Code justinien, grand 5, 5-2 pour la source. En 319, Constantin rappelle le principe que la loi est supérieure à la coutume. Grand 8, 52-2 pour la source. Vivace dans le domaine du droit privé, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui régissent de longue date les rapports entre personnes physiques ou morales, la coutume exerce à l'occasion une influence sur la législation dans le domaine administratif. Réparation de la voirie, travaux de canalisation, usage de l'eau pour l'irrigation, etc. Et surtout fiscale, calcul des revenus, bornage de propriété, estimation et répartition des impôts, etc. D'autre part, le droit romain peut se simplifier sous la forme d'un droit qualifié abusivement par les spécialistes modernes de vulgaire, à usage local, dont on connaît des exemples en Afrique du Nord et en Syrie. Il subsiste enfin, dans les cités grecques, des traces du droit appliqué par les magistrats municipaux pour juger des conflits ordinaires, occasionnant de faibles pénalités. La possibilité de se tourner vers ces juges de proximité
et de première instance est offerte aux membres d'une communauté civique ou ethnique, sauf si l'infraction relève d'une juridiction supérieure. Un cas bien documenté est fourni par le droit spécifique qui règle la vie des Juifs, considérés par les autorités comme un groupe ethnique plutôt que religieux. Les adeptes du judaïsme possèdent leurs tribunaux, qu'ils peuvent saisir par commun accord des parties adverses. Sinon, l'affaire est transférée à une juridiction romaine. Le cas juridique constitué par les Juifs a peut-être influencé, selon Olivier Huck, celui réservé aux chrétiens, dès lors que leur religion a été rendue licite par Constantin en Occident, puis avec Licinius dans tout l'Empire à partir de 313. L'influence du christianisme sur la législation impériale se manifeste par la prise en compte de certaines conceptions religieuses, comme le célibat ou la charité, pour autoriser la virginité consacrée, améliorer la protection des veuves et des orphelins, ou adoucir certaines sanctions, par l'octroi d'un financement public au clergé chrétien et aux lieux de culte sur le modèle de celui dont bénéficient depuis des siècles les prêtres et les sanctuaires païens, et par la reconnaissance d'une juridiction chrétienne autonome, ce qui constitue le point le plus novateur en termes de droit. Depuis Constantin, chaque évêque, compétent pour juger un clerc en première instance, se voit en outre reconnaître une autorité en matière disciplinaire et civile au sein de son tribunal, l'Episcopalis Audientia, que peuvent saisir un particulier chrétien, ou même non chrétien, sans commun accord. Le verdict rendu par l'évêque est reconnu valable par les juridictions ordinaires, qui peuvent toutefois rejuger l'affaire en appel, d'autant que l'évêque applique un droit et une procédure inspirés de l'héritage et de la pratique romaine. L'influence du christianisme sur la législation impériale et dans la vie courante se traduit par un notable accroissement des formes de justice offertes aux prélignants. Des chercheurs anglo-saxons, comme Clifford Ando, parle même de pluralité du droit, l'égal pluralisme, du moins pendant le Haut Empire, voire selon Caroline Humphreys, d'un marché des tribunaux, forum shopping, au Bas Empire. Conclusion. Si, dans l'histoire de l'Empire, il existe parallèlement au droit romain d'autres droits, et s'il subsiste des juridictions inférieures, il faut néanmoins reconnaître que le droit et la justice des Romains se sont progressivement imposés, partout et à tous, sous l'action volontariste et déterminante des empereurs. Ces derniers sont devenus, en l'espace de 2 siècles, les principaux puis les seuls créateurs d'un droit de portée universelle. Il est intéressant de constater, toujours sous leur influence, que le monde romain, en même temps qu'il est parvenu, ou du moins a tendu à une unité juridique, bénéficia également d'une unité monétaire, métrique et bientôt religieuse. Jamais le monde romain n'a été aussi unifié que dans l'Antiquité tardive. Chapitre 3. Citoyenneté romaine et romanisation, par Hervé Engelbert. Dans l'histoire mythique des origines de Rome, la fondation de la cité, à partir d'exilés par Romulus, précède la création de la famille liée à l'enlèvement des Sabines. La citoyenneté est juridique et non ethnique. On peut retenir 3 points essentiels à propos de la civitas romaine. Elle était minoritaire dans l'Empire romain avant l'édit de Caracalla de 212. Elle était inégale selon les personnes. Tous les citoyens n'avaient pas les mêmes droits qui variaient selon le lieu. Pour les droits politiques, le rang social, pour les droits politiques et judiciaires, et la capacité juridique, pour les droits privés, sa définition était duelle, avec une composante universelle et une dimension locale. La romanisation est en revanche un terme contemporain concernant des éléments juridiques, liés à la citoyenneté et aux institutions civiques romaines, matériels et mentaux, la présence d'artefacts ou d'aspects sociaux considérés comme romains, et psychologiques, le fait de se définir ou non comme romain, qu'il faut distinguer pour éviter les confusions. Grand 1. Une citoyenneté minoritaire avant 212. Grand A. Les statuts juridiques des personnes dans le monde romain. Dans l'Empire romain, au IIe siècle, il existe environ 2000 à 2500 cités, chacune ayant en théorie son propre droit définissant une citoyenneté personnelle et des institutions collectives propres. La population de l'Empire romain se divise en 7 catégories juridiques. Les citoyens romains, y compris certains affranchis, les citoyens pérégrins, personnes libres vivant dans l'Empire et appartenant à une communauté, organisée en cité le plus souvent, ou en tribu, reconnus comme collectivité juridique par le pouvoir romain. Ils sont donc étrangers au droit romain, mais ont leurs propres droits. Les pérégrins, ayant le droit latin, ils ont reçu des droits particuliers leur permettant de passer des contrats ou de se marier entre eux ou avec un romain ou une romaine. Les latins juniens, un certain type d'affranchis, les pérégrins d'éditis, personnes libres vivant dans l'Empire et appartenant à des groupes qui ne sont pas reconnus comme collectivité juridique par le pouvoir romain. Ils ont la liberté, mais aucune citoyenneté. Certains esclaves affranchis, dits aéliens, ont aussi ce statut. Les pérégrins externi, qui sont des étrangers séjournant dans l'Empire romain,
par exemple des commerçants perses ou des soldats germaniques au IVe siècle. Les esclaves, avant 212, les citoyens romains sont minoritaires. Si les habitants libres de l'Italie, sans les îles voisines, sont citoyens depuis la fin de la République, dans les provinces, on estime que la proportion des citoyens varie entre 15 et 30% des habitants libres vers 200. Grand B, les effets du pluralisme juridique sur le gouvernement dans l'Empire. Du point de vue du droit privé, le droit romain est celui des citoyens romains, ce qui interdit en théorie toute possibilité de contrat ou de mariage avec un pérégrin ou une pérégrine, sauf si ces derniers ont le droit latin. Comme Rome fut dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ une grande ville où étaient domiciliés des non-romains, il a fallu, à côté du droit civil, qui correspond au droit civique, développer un droit pérégrin, le ius gentium ou droit des peuples, pour réguler les contrats entre les Romains et les autres. Ce droit pérégrin se développa soit par l'importation de droits étrangers, par exemple le droit maritime de Rhodes, ou l'extension à des étrangers de droit romain par le biais de la fiction juridique. On raisonnait comme si un étranger était romain. Voir Ando 2013. Ensuite, on a parfois modifié le droit civil selon le droit pérégrin, plus souple, permettant ainsi sous l'Empire à une mère d'hériter de ses enfants décédés. Situation impensable en droit civil romain, où la mère n'appartenait généralement pas à la même famille du point de vue juridique que son mari et ses enfants. Toutefois, l'unification du droit romain n'a été achevée que sous l'empereur Justinien, en 529 à 533. Du point de vue judiciaire, dans les provinces, un pérégrin était jugé par les magistrats de sa cité selon le droit local pour les petites affaires. Pour les autres, il allait au tribunal du gouverneur, qui pouvait juger selon le droit local ou le droit romain. Un provincial, citoyen romain, pour les petites affaires, pouvait choisir d'être jugé dans sa cité ou par le gouverneur. Et pour les affaires pénales, jusqu'à Adrien, en 117 à 138, il pouvait demander à être jugé à Rome. Grand 2, une citoyenneté inégale selon les citoyens. Grand A, une citoyenneté particulière. À Rome, la citoyenneté est un faisceau de droits privés, concernant la famille, les propriétés et les successions. Judiciaire, pour les procès, et politique, celui de voter et d'être élu. Les premiers, connubium ou droit de mariage légal, patria potestas, du père de famille, juridique, commercium ou droit de contrat, droit de tester, legis actio ou droit d'aller en justice, sont potentiellement identiques pour tous, à quelques exceptions près, mais non les autres qui dépendent du statut social. L'universalité de la citoyenneté romaine s'accompagne donc d'inégalités dans son application, car un citoyen a plus ou moins de droits que d'autres, selon sa dignité sociale, concept juridique et non moral, qui varie selon son origine juridique, libre ou servile, son statut juridique, sui iuris ou non, sa fortune et son métier et le lieu. L'Italie est privilégiée et seuls ses habitants ont la civitas optimo iure, c'est-à-dire la citoyenneté pleine et entière, et sont dispensés d'impôts directs sur les terres et les personnes, voire V. Marotta pour la source. Grand B, les facteurs de différenciation des citoyens. Un citoyen romain peut être né libre, ingénu, ou avoir été esclave d'un citoyen romain qu'il a affranchi selon les règles du droit civil. Sinon, il n'a que la liberté et non la citoyenneté, et il est latin junien. Un affranchi conserve des obligations envers son ancien maître, devenu son patron social. Il doit le compter parmi ses héritiers, ne peut l'attaquer en procès, et il ne peut être élu magistrat. Mais ce statut est personnel, et ses enfants ont tous les droits d'un citoyen. Être sui iuris signifie qu'on est sujet de droit et qu'on a la pleine capacité juridique de faire des contrats, de se marier, de faire un testament, de recevoir des legs testamentaires et d'agir en justice. Cela ne concerne que le père de famille juridique. Cela exclut les femmes qui sont des mineurs perpétuels, sous la tutelle de leur père ou de leur frère, parfois de leur mari. Cela dépend du type de mariage, sauf si elles ont eu 3 enfants. Mais aussi les hommes, tant que leur père de famille juridique, généralement leur père mais parfois leur grand-père paternel si le père est décédé, est vivant et qui ne pouvait acheter quelque chose ou se marier qu'avec son consentement, quel que soit leur âge. Les droits politiques et judiciaires variaient selon la fortune, surtout foncière. Terres, immeubles, mais aussi métaux précieux et reconnaissance de dettes, et le statut public au sein de la cité locale. En effet, les magistrats locaux, étant responsables sur leurs biens, du maniement de l'argent public afin de compenser les éventuels détournements, on ne pouvait élire que des citoyens riches, qui n'étaient pas payés pour accomplir leurs honneurs, être des curions, magistrats ou prêtres, et qui devaient verser une somme honoraire importante. À partir du IIe siècle, la division des citoyens romains en 2 catégories,
les honestiores, les honorables, ceux qui ont un onos public, et les humiliores, les humbles, fut peu à peu précisée et l'inscription, dans la loi, des distinctions sociales liées aux conditions juridiques des personnes semble achevée vers 300, voire Rollinger. Au IVe siècle, les honestiores, qui devaient représenter 1% des citoyens, rassemblaient les sénateurs, les chevaliers romains, les membres des curies des cités et les vétérans, assimilés aux décurions des cités, et leurs familles. Ainsi, une personne riche, mais non décurion, de sa cité était humilior, alors qu'un modeste décurion, d'une petite cité, ou un ancien soldat, ne l'était pas. Les différences de statut concernaient parfois le droit privé, mais surtout le droit des pérégrins, alors que les honestiores ne pouvaient être soumis à la détention préventive ni à la torture par un juge afin d'obtenir des aveux. De plus, ils n'étaient pas condamnés à des peines infamantes. Ils étaient exilés et non condamnés aux travaux forcés, et en cas, rare pour eux, d'exécution, ils étaient décapités et non crucifiés, jetés aux bêtes dans l'amphithéâtre ou brûlés vifs. La crucifixion disparut sous Constantin, de 306 à 337 pour le rappel de son règne. Toutefois, cette distinction n'est pas absolue, car certains crimes anciens ou nouveaux en lien avec la lèse-majesté envers l'empereur, consultation de magiciens à son propos, l'État, complot, révolte ou manifestation d'hostilité, ou la religion officielle, le refus du culte des dieux sous Dioclétien, les sacrifices païens ou le rapt de religieuses chrétiennes à la fin du IVe siècle, entraînent des peines similaires pour tous. Enfin, pour les riches citoyens romains, le fait d'exercer certains métiers jugés infamants, notion juridique et non morale, excluait de pouvoir parvenir aux honneurs politiques, par exemple le fait d'être proxénète. Mais rien n'interdisait de prostituer ses esclaves, ou acteurs, alors que certains mimes étaient des vedettes célèbres. On estimait en effet qu'il était dangereux de confier un pouvoir sur des citoyens à des personnes connues pour leur violence envers leurs esclaves, ou de mœurs douteuses. Grand 3. Une définition duel de la citoyenneté. Grand A. Civitas et origo. Depuis la fin de la République, en Italie, et dans les cités de type romain, municipes et colonies, la citoyenneté romaine comporte deux éléments, la civitas, déjà définie, et l'origo. Celle-ci est le lieu d'origine de la famille paternelle, le seul endroit d'exercice des droits politiques, voter et éventuellement être élu. Et elle est héréditaire, de père en fils, puisque la politique ne concerne que les hommes. Si un citoyen quitte sa cité d'origo pour résider dans une autre cité où il a officiellement son domicilium et il est inscrit comme incola, résidence d'origine extérieure, il conserve l'usage de ses droits privés et judiciaires. Il est soumis aux mêmes charges, munera, manuelles ou financières, que les citoyens pour assurer le bon fonctionnement de la cité, et il bénéficie de certains avantages des citoyens locaux, participation aux spectacles et aux banquets des évergettes. Mais en théorie, il ne peut participer à la vie politique de sa cité de résidence, de même pour ses descendants qui conservent leur origo d'origine. Si la civitas est universelle, valable et reconnue partout dans l'Empire de Rome, l'application de sa dimension politique ne peut se faire qu'en un lieu particulier et immuable, une cité locale qu'on appelle sa patrie, le lieu du père. Cette dimension duelle fait qu'on a deux patries, la petite, le lieu d'origo, et la grande, la civitas romaine, appelée aussi communis patria, mais non deux citoyennetés, ni deux origines. On ne change jamais d'origo, sauf lorsqu'on devient sénateur, car l'origo est nécessairement en Rome, ou exceptionnellement par décision impériale. Toutefois, comme la réalité est toujours plus complexe que les principes, il a fallu adapter le droit à certains cas. Grand B dans l'Occident romain. D'abord dans les municipes latins, les incolae pouvaient voter, mais dans une seule curie, unité de vote. De plus, certains notables étaient des propriétaires importants dans deux cités romaines, leur cité d'Origo et une autre, où ils n'avaient pas forcément le statut d'incola, s'ils n'y résidaient pas, mais où ils étaient soumis comme propriétaires aux munera liés aux terres. Or parfois, ils ont pu accéder aux honneurs municipaux dans les deux cités. Dans leur cité d'Origo, c'était normal, car ils devaient participer aux affaires locales. Dans le cas de l'autre cité, cela se comprend car c'était un gain d'argent pour celle-ci, et pour eux-mêmes, cela permettait d'accroître leur renommée, valeur aristocratique suprême. La solution juridique consistait à inviter la personne dans le corps civique, ce qui, au vu de son rang social, permettait une adlectio, une insertion, dans la curie de la seconde cité. Cela était également possible pour un incola, et c'était également la procédure pour un patron de cité extérieure à celle-ci, par exemple un sénateur. Cela ne conférait pas une seconde origo, mais permettait d'accomplir une seconde carrière municipale. Dans ce cas, on n'avait ni double citoyenneté, ni double origo,
mais une double participation à la vie politique locale, voire éleur et pont. Cela devint la règle pour les propriétaires sous Constantin. Grand C, l'Orient romain. À l'époque impériale, on pouvait cumuler plusieurs citoyennetés de cité grecque et cela était vrai aussi pour un citoyen romain. Un Romain domicilié ou un citoyen local devenu romain pouvait donc avoir la citoyenneté de la cité où ils habitaient, voire Phrygia. Du point de vue du droit romain, il n'avait que la civitas romaine et résidait dans une cité grecque pérégrine. Mais du point de vue de celle-ci, il cumulait légalement les deux citoyennetés et pouvait donc faire une carrière civique locale. Dans l'immense majorité des cas, les citoyens romains d'origine grecque ne quittaient pas leur cité. La civitas était pour eux un statut personnel qui leur donnait accès à une communauté de droit, demandait à être jugé par le gouverneur, et était un signe de prestige social, l'appartenance à une élite qui dominait le monde. Alors que la politeia, la citoyenneté locale grecque, signifiait l'appartenance à une cité autonome où s'exerçaient les droits politiques et qui était le lieu nécessaire de la vie publique. Quant à ceux qui avaient suffisamment de fortune et de relations pour faire une carrière équestre ou devenir sénateur, et ainsi quitter leur cité pour le service de l'empereur ou de Rome, ils n'étaient que quelques dizaines par an. Grand 4, la romanisation. Grand A, la romanisation des statuts personnels. Le terme de romanisation, qui date de la fin du XIXe siècle, recouvre depuis plus d'un siècle une grande variété de significations qui rendent le terme confus, voire Engelbert. Pour en rendre l'utilisation pertinente, il faut partir des mentalités antiques et éviter de parler d'identité collective, expression à la fois absurde et anachronique. Outre la naissance, dans le cadre du mariage légal romain, le connubium entre deux citoyens ou si l'un des deux parents est citoyen à partir d'Adrien, il existait sous l'Empire 6 autres manières d'acquérir la citoyenneté romaine. Par octroi collectif, de la part du pouvoir romain aux citoyens d'une cité pérégrine, souvent en lien avec l'acquisition du statut de municipé romain ou de colonie romaine, y compris en Orient dans ce dernier cas. Par octroi individuel, citoyenneté véritane, de la part du pouvoir romain à des pérégrins appartenant aux élites locales civiques ou tribales, cas de la table de Banassa sous Marc Aurèle. Par octroi individuel, et familial jusque dans les années 140, de la part du pouvoir romain à des soldats auxiliaires pérégrins, en fin de service ou exceptionnellement au moment de l'enrôlement des pérégrins en tant que légionnaires. Par affranchissement d'esclaves de citoyens romains, selon les conditions formelles du ius civile. Par promotion, par la naissance d'enfants ou l'exercice de certains métiers, d'affranchis latins juniens, qui avaient obtenu la libertas, mais non la civitas, à cause du mode informel d'affranchissement ou de leur âge, moins de 30 ans. De manière automatique, après avoir assumé une magistrature de type romain dans une cité ayant reçu le droit latin mineur, ou en étant décurion dans une cité ayant reçu le droit latin majeur, à partir d'Adrien, ce qui était rare. En plus de la diffusion régulière de la citoyenneté romaine, il faut prendre en compte l'octroi du droit latin, seulement en Occident, à de nombreuses cités, en Gaule, Germanie ou en Afrique du Nord, et parfois à toutes les cités de certaines régions en plusieurs phases, Hispanie et Alpes au 1er siècle. Le droit latin permettait aux pérégrins qui le recevaient d'utiliser le connubium et le commercium qui devinrent partout en Occident des normes du droit. De plus, la présence administrative et judiciaire impériale s'accrut lentement au IIe siècle, à cause de la création de nouvelles provinces ou de la subdivision d'anciennes provinces et de la pratique des tournées des gouverneurs dans les circonscriptions judiciaires, les conventus. Enfin, dans les colonies latines et les municipes latins, les habitants, encore majoritairement pérégrins, vivaient institutionnellement selon les normes romaines et juridiquement le plus souvent comme s'ils étaient des citoyens romains. Grand B, l'édit de Caracalla, ou Constitution antonine. En 212, l'empereur Caracalla, de 211 à 217, a octroyé la citoyenneté romaine aux habitants libres de l'Empire. Le papyrus JSN 40, qui a transmis le texte, est en mauvais état, et il existe encore diverses corrections, lectures et interprétations possibles, voire Besson. Les débats portent sur 3 points principaux. Les raisons de l'édit. Caracalla invoquait des raisons religieuses, la protection des dieux qu'il veut remercier en accroissant le nombre de citoyens pour rendre hommage à leur majesté. Cela ferait allusion à l'élimination de son frère Geta en 211. L'historien et sénateur Dion Cassius, Histoire romaine 57 9-4-5, écrit que ce fut le moyen d'étendre à tous les impôts que payaient les seuls citoyens. Les juristes impériaux ont pu penser que l'extension systématique du droit civil, par fiction, ou du droit latin, trouvait sa conclusion logique dans une citoyenneté universelle qui simplifiait la pratique juridique et judiciaire et était conforme avec l'idéal stoïcien du cosmopolitisme, voire Corbeau.
Le statut des droits locaux institutionnels, politiques et judiciaires, certains pensent que l'édit de 212 n'a pas entraîné leur disparition, comme dans la table de Banaza qui accordait sous Marc Aurèle la citoyenneté au chef de la tribu de Zengreses, Salvo Iure Gentis, le droit de la tribu étant préservé. On constate en effet la persistance des droits locaux au IIIe siècle, qui peuvent toujours être utilisés par les particuliers ou les gouverneurs. D'autres estiment au contraire que la constitution antonienne, par son caractère universel, rendait impossible la permanence des droits locaux. Ceci n'aurait subsisté qu'à l'état de coutume, consuetudines, qui aurait été réduite à la fin du IIIe siècle. Ces deux approches administratives et juridiques ne sont pas incompatibles. Du fait de l'édit, la proportion de citoyens serait passée de 30-35% à 75-80% de la population, le reste regroupant les esclaves et les externis, mais aussi, après 212, car l'édit n'avait pas de valeur perpétuelle, de nouveaux pérégrins, des Romains déchus de leur citoyenneté ou des barbares au service de l'Empire. De nouveaux déditis, dont des barbares installés en territoire romain, et de nouveaux latins juniens. Un point essentiel est que l'édit de 212 impose une citoyenneté unique à des personnes vivant dans des régions qui sont toujours considérées comme étrangères, quoiqu'au sein de l'Empire, car les territoires provinciaux restent soumis au pouvoir de Rome et ne deviennent pas juridiquement romains, à la différence de l'Italie depuis la fin de la République. Le ius Italicum, qui évite de payer l'impôt foncier et la capitation, resta donc un privilège de l'Italie et de rares cités provinciales qui étaient colonies romaines. L'édit de Caracalla modifie les statuts personnels et crée un discours nouveau, car il affirme la fin de la différence entre les descendants des conquérants et ceux des vaincus, mais les pérégrins passent du statut d'étranger à celui de citoyen, sans cesser d'être des sujets. Les droits politiques, la possibilité d'une carrière dans l'administration impériale et judiciaire, le statut d'honestior, ne concernant que les élites, qui avaient déjà généralement la citoyenneté romaine. C'est le droit familial qui fut le plus modifié par l'édit de 212, changement de l'onomastique avec adoption des tria nomina, extension de la puissance paternelle, ce qui favorisa les hommes, liberté plus grande de tester et d'hériter, facilité accrue du divorce et droit des 3 enfants, ce qui favorisa les femmes, liberté de mariage et de contrat. Du point de vue judiciaire, cela permit à plus de justiciables d'avoir recours au tribunal du gouverneur, supposé moins corrompu que les tribunaux locaux. Grand C, la romanisation des institutions civiques. L'octroi du statut de colonie latine en Gaule et de municipé latin en Hispanie et en Afrique, ainsi que de colonies romaines, avait permis à de nombreux provinciaux de se familiariser avec le modèle institutionnel romain, surtout en Occident, voire Jacques. Après 212, le pouvoir impérial accorde encore à la demande des élites locales des promotions de statut d'une communauté tribale à celui de cité pérégrine, polyadisation en Afrique, de cité pérégrine en municipé latin, romanisation institutionnelle, et de municipé latin en colonie latine, identification à Rome. Ceci est attesté en Afrique jusque sous Galien, 260-268, car vivre en cité, et plus encore selon les modèles romains, était une source de prestige. Toutefois, en Orient, le modèle dominant resta celui de la police grecque. Grand D, la romanisation de la vie matérielle et des mœurs. L'existence d'un espace impérial de libre-échange, d'une monnaie romaine acceptée partout et d'une postérité et d'une sécurité réelle malgré quelques crises régionales ont permis la diffusion d'éléments matériels, céramique, sigillé, verre, garum, de modes de vie, domus et villas des aristocrates, modèles iconographiques, de mœurs, combats de gladiateurs, de rites et de croyances, culte impérial et des dieux de Rome, mais aussi culte de Mitra ou d'Isis, ou le christianisme. La plupart de ces évolutions qui ont transformé le monde romain en l'unifiant peu à peu n'ont pas été voulues par le pouvoir romain. Elles ne dépendaient pas de lui et n'étaient pas forcément perçues comme romaines. Le ver soufflé et le christianisme viennent du Proche-Orient. Seules les reprises volontaires du modèle romain par ceux qui tournent leur regard vers la façon d'être romain, Strabon, Géographie, Grand 3, 2, 15 pour la source, sont à considérer comme des éléments de romanisation. Les autres, étant des conséquences d'une mondialisation des échanges matériels et culturels à l'échelle de l'Empire, s'accompagnent généralement de réinterprétations locales et de métissages divers. Grand 5, les évolutions de la seconde moitié du IIIe siècle à 410. Grand A, la fin des privilèges civiques et régionaux. Ménandre de Laodicée, auteur de traités de rhétorique entre 270 et 290, précise à propos de l'éloge d'une cité qu'il n'est plus besoin de parler de lois locales, puisque tous usent des lois communes des Romains. Ceci, ainsi que l'apparition du curator rei publicae,
Logisthès dans la partie hellénophone, à la tête des cités sous Dioclétien, 284 à 305, et la fin des privilèges des cités comme Aphrodisias de Carie, ont amené à conclure à l'alignement institutionnel des cités sur le modèle romain, sans doute par un édit général inconnu de nous, et datable du dernier tiers du IIIe siècle. Une autre modification importante, liée aux réformes administratives de Dioclétien, qui avaient une finalité fiscale, fut la provincialisation de l'Italie. Le nord de la péninsule fut soumis à l'impôt en 290-291. Le sud, avec Rome, fut concerné ensuite. Un autre point concerne l'accès des citoyens à la justice, qui alla croissant. Le doublement sous Dioclétien du nombre de provinces, une cinquantaine à une centaine, ajoutées à la fin, sauf exception, des fonctions militaires des gouverneurs, ont amené ces derniers à être avant tout chargés de surveiller les finances des cités et de rendre la justice. Sous Constantin, la création de l'arbitrage épiscopal en 318 permit d'offrir aux plus pauvres une justice de proximité, censée ne pas être corrompue. Grand B, l'impact des facteurs religieux. Le lien entre les dieux et la cité de Rome avait été rappelé par Caracalla pour fonder sa décision. Aussi, lorsque la conjecture militaire et politique se détériora, l'empereur Dès, de 249 à 251, à tous les citoyens d'aller sacrifier aux dieux de Rome ou de leur cité locale. Le refus de certains chrétiens amena leur répression, leur incarcération et parfois leur mort, mais ce ne fut pas une persécution. Ce lien entre culte et citoyenneté fut rappelé, entre 257 et 260, par l'empereur Valérien, 253 à 260 pour son règne, qui décida d'éliminer les élites chrétiennes, cléricales et sociales. Ce fut donc une persécution limitée. Enfin, de 303 à 305 en Occident, et de 303 à 312 en Orient, certains empereurs voulurent forcer les chrétiens à sacrifier aux dieux de Rome, et ce fut là la seule véritable persécution générale des chrétiens, qui fit des milliers de victimes. L'utilisation d'une thématique religieuse pour définir et réprimer des mauvais citoyens n'était pas totalement inédite. Il y avait eu le précédent des bacchanales en 186 avant Jésus-Christ. Mais il connut un développement nouveau à partir du IIIe siècle, à cause de la généralisation de la citoyenneté romaine, d'abord du fait des empereurs païens, puis des empereurs chrétiens. Ceux-ci apportèrent des limitations aux rites païens, jusqu'à les interdire pour la plupart en 391 à 392, mais sans obliger les païens à se convertir avant 527-529. Ils édictèrent également quelques restrictions à l'exercice du judaïsme et Théodose Ier, de 379 à 395, interdit les mariages entre citoyens chrétiens et juifs en 388. Ceux qui furent déclarés hérétiques virent leurs capacités juridiques amoindries à la fin du IVe siècle. En particulier, on leur enleva, ainsi qu'aux chrétiens apostats, la possibilité de tester et de recevoir des héritages, et parfois on les exclut de la citoyenneté romaine, cas des manichéens, code théodosien, 16, 5, 7 de 381 pour la source. Grand C, le sentiment d'être romain. La généralisation de la citoyenneté en 212 et la crise du IIIe siècle, où il fallut choisir entre les barbares germaniques et les Perses sassanides, qui pillaient et repartaient sans offrir une alternative politique, et les empereurs de Rome qui, malgré les impôts et les réquisitions, étaient une promesse de retour à la paix et à la prospérité, amenèrent les élites locales à réaffirmer leur loyauté envers Rome. Au IVe siècle, les formules comme Orbis Romanus, le monde romain, ou Orbis Noster, notre monde, deviennent communes, car l'ancien rêve augustéen d'un empire sans fin avait été abandonné au profit d'une conception territoriale et citoyenne. Ceci entraîna l'apparition d'un nouveau mot, celui de Romania, à partir de 330. L'existence d'un empereur chrétien, Constantin, amena les chrétiens à insister sur les relations existant, selon eux, entre le monothéisme biblique et la monarchie romaine, afin de pouvoir s'affirmer à la fois romain et chrétien. On retrouve cela dans l'affirmation, fausse, selon laquelle Jésus de Nazareth, qui était pèrerin, aurait été recensé comme citoyen romain. Aphraate, vers 337 pour la source. Vers 417, le prêtre Orose, qui avait voyagé entre l'Hispanie, Afrique et Palestine, pouvait affirmer, dans Histoire Grand 5, 2, 6, qu'il se sentait romain parmi les Romains, chrétien parmi les chrétiens, être humain parmi les êtres humains. La dialectique entre la petite patrie locale et la grande patrie de la citoyenneté universelle se retrouve dans celle des églises locales, membres de l'Église universelle. Conclusion. Avant 212, la citoyenneté romaine restait le privilège d'une minorité. Après l'édit de Caracalla, appelé sauveur du monde entier, dans une inscription d'Alexandrie de 212, CIJ, grand 3, 4681 égale IGR, grand 1,
1064 pour la source, cette citoyenneté inclusive, cosmopolite et non nationale devint le fondement de l'identification des populations à Rome et un modèle pour tous ceux, y compris juifs et chrétiens, qui voulaient penser l'universel. Voir Ando 2016, Berthelot et Pris. Néanmoins, les différences juridiques persistèrent entre les habitants de l'Empire. En 370 ou 373, l'empereur Valentinien Ier, de 364 à 375, interdit le mariage entre les bons citoyens et les barbares militaires, les pérégrins, présents dans l'Empire. Voir le Code théodosien, Grand 3, 14-1. Augustin, évêque d'Hippone, réaffirmait également en 428 la différence entre les citoyens romains et les autres humains, dans la lettre 10. Enfin, les statuts de Déditis et de Latin Junien ne furent supprimés que sous Justinien, et celui d'esclave traversa les siècles.